aussi que l'influence orientale, qui est d'ailleurs qui est principalement ottomane, semble plutôt très marquée dans les communautés juives que vous venez de décrire de la péninsule italienne, et plus particulièrement d'ailleurs du sud de l'Italie, et je veux dire au sud de l'Apennin, puisque la plaine padane apparemment est un petit peu en dehors du coup, alors que la communauté juive italienne de Lombarde est extrêmement importante. Direi questo. Prima di tutto non ho parlato dei divieti biblici, perché se mi mettevo a parlare dei divieti biblici, François veniva subito con i suoi 5 minuti e non avevo neanche cominciato a parlare. Quindi li ho dati evidentemente per noti. Il mio discorso era questo: basta un elenco dei divieti biblici per avere il quadro della cucina ebraica? Sicuramente no. E alla seconda domanda, basta pensare alle influenze, da dove un piatto determinato arriva, faccio il caso del couscous e dei marzapani, per sapere che tipo di influenza ha avuto il mangiare ebraico. A me interessa soprattutto vedere come, anche se il tramite era lontano, siano stati gli ebrei a portare su un determinato mercato, come quello italiano, determinati cibi che altrimenti non sarebbero arrivati. Se fino all'Artusi si riteneva che la melanzana fosse un cibo da ebrei, non significa che l'origine fosse un'origine ebraica, significa che la promozione che veniva fatta sul mercato locale, è quello che ci interessa, era una promozione ebraica. Ecco perché ho detto che non dobbiamo ritenere che mangiare kasher e mangiare all'ebrea sia la stessa cosa. Un tempo c'era questa discussione più ampia. Chi è ebreo? Chi ritiene lui di essere ebreo o chi viene percepito dall'esterno come ebreo? Intorno a questa discussione che si muove fino ad oggi si è svolto un dibattito molto ampio. Secondo me la risposta va data in maniera graduale e non totalizzante. Bon, est-ce que la salle a compris en gros de quoi il s'agissait? Non. Qui veut traduire mieux que moi, parce que c'était pas prévu, donc bon, c'est vrai que le fond de l'intervention de Ariel Toaf était de nous dire d'une part que les Juifs, si par exemple la mélanzane, l'aubergine est surtout un mets considéré comme un mets juif en Italie, ça ne signifie pas que les Juifs sont à l'origine de la consommation des aubergines, mais qu'ils ont pu être des transmetteurs de cette pratique alimentaire. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, le fond de son intervention est que les pratiques alimentaires juives ne peuvent pas être réduites, si j'ai bien compris, à simplement au fait que l'on suive des préceptes cachers. Est-ce que c'est à peu près ça? Bon. Ça marche? Oui. J'ai une petite remarque. Vous disiez qu'on ne trouve pas des recettes pour l'aubergine dans les livres de cuisine italiens, et peut-être ça c'est vrai. Mais on en trouve au livre de cuisine catalan, Libre de Saint-Sophie. Alors, c'est un livre fait par des chrétiens, mais sous l'influence musulmane. Et là, on trouve au moins une recette, mais je crois plusieurs recettes pour l'aubergine, avec une sauce de lait d'amande. Alors... Alan Grieco, est-ce que tu pourrais traduire cette question, s'il te plaît? Ouais. La question... La question è, se ha detto che la melanzana si trova non nei ricettari italiani, ma si trova nei ricettari catalani. Ma il problema è proprio questo.
quello di sapere qual è il tramite che ha portato all'introduzione su quei mercati, in Catalogna come in Italia. Per l'Italia abbiamo la risposta che il tramite è quello ebraico. Per la Catalogna siamo più in dubbio, perché può essere un'influenza araba e può essere anche un'influenza ebraica, possono essere influenze operate di conserva insieme. Il problema è quello di studiare i testi, di vedere come nella società veniva affrontato il problema dell'introduzione di quel determinato prodotto. Il discorso di trovare un determinato prodotto non significa a forza che con quello abbiamo concluso il discorso. Il discorso nostro è come quel prodotto arriva e si diffonde in quel determinato posto. Chi lo porta? Perché lo porta? Questo è il discorso effettivo, non fare un elenco di ingredienti, perché l'elenco di ingredienti non ci dice niente, ci dice limitatamente che quel tipo di ingredienti esisteva, veniva messo nelle ricette, ma chi lo abbia portato, chi lo abbia introdotto, chi lo abbia sostenuto, questo non lo sappiamo, se non con altri studi. Tu veux traduire, Alberto, s'il te plaît, ce qu'il vient de dire rapidement, très rapidement? C'est-à-dire qu'il ne faut pas réduire le problème des ingrédients à un problème de la présence ou absence des ingrédients dans tel ou tel livre de recettes. Mais le cas italien démontre la connotation, enfin, connote le porteur du produit. Et pas seulement celui qui a porté le produit, mais aussi celui qui l'a diffusé, qui l'a représenté face à la communauté, dans ce cas italienne. Donc c'est dans cette dernière partie de l'analyse, enfin, du trajet du produit que M. Toaf s'est inséré et a limité sa communication. Juste. Maurice Emma. Bon. Après, alors. Est-ce que je peux parler en français ou vous préférez l'anglais? Vous préférez l'anglais? Oh. Yeah, well, I was really interested by your presentation, especially because when you describe it, what was the specific Hebraic or Hebrew food in Italy, I could identify it as particularly Arab, North African food. So all these ingredients and ways of doing things probably were part of this common Arab stock in the Iberian Peninsula and in North Africa. But just a little precision, a little point about the couscous. The couscous is not Arab, it's Berber. The name couscous is Berber, but the name appears for the first time in written form in an Arab recipe book of the 13th century. That's all. Sì, è chiaro. È chiaro. Sì. Encore là-bas, bon, d'accord. Je ne vais pas intervenir, mais comme il a dit, le livre de cuisine catalan, je vais poser une réflexion très différente. Tout ce que vous disiez, c'est pour l'Italie. Dans l'Espagne, il n'a pas sens. Nous avons une distinction entre manger à la sarrainesca et manger à la juive. Ce qui dit manger à la juive ne sont pas les couscous, ce n'est pas les melanzane, ne sont pas ça dans l'Espagne du 14e, 15e, 16e siècle. Sont plus compliqués. On associe à les juives déterminaux gâteaux avec de la viande, mais la melanzane, l'aubergine, les couscous, tout ça, on dit c'est manger à la morisque, à l'arabe. Dans les livres de cuisine catalane, il n'y a pas une recette d'aubergine. Il y a beaucoup de recettes d'aubergine dans les premiers livres catalans. Mais nous ne pouvons mettre la question que vous mettez. Est-ce que l'aubergine est arrivée par les Arabes ou par les Juifs? Nous savons certes qu'elle est arrivée par les Arabes, parce que nous avons un livre de cuisine arabe du 3e siècle et nous avons un livre de cuisine catalan du 14e siècle. Et la recette, c'est la même dans le livre catalan, dans le livre musulman que dans le livre catalan. C'est vrai que nous n'avons pas de livre de cuisine hébraïque et peut-être que la recette serait aussi dans le livre hébraïque, mais nous avons une preuve forte
compte que les mêmes recettes qui sont apparues dans les livres catalans, ils ont presque toutes une équivalente exacte dans les livres musulmans. Et les livres uniquement sont séparés par 90 ans. Pour ça, pour nous et pour les gens du XIVe siècle, il est clair, il dit toutes ces recettes sont recettes arabes. Il ne dit pas sont recettes juives. Il dit manger à la juive, c'est une autre chose dans l'Espagne. Il y a manger à la juive. Il y a déterminé plats à la juive. Mais non sont exactement ce que vous disiez qu'en Italie, on dit qu'ils sont arrivés par la juive. Mais l'histoire est différente. En Italie, non a vraiment une occupation prolongée musulmane. Il est logique que peut-être on arrive par les juifs. Mais dans l'Espagne, nous avons une colonisation arabe de 800 années. L'impronte juive est plus subtile, plus difficile de reconduire. Et la gente du Moyen-Âge croyait, je ne sais pas si è vrai, croyait que tout ça arrivait dans le monde islamique. Sono d'accordo che la problematica della Spagna Spagna poi non vuol dire niente, della Catalogna o delle altre regioni spagnole è diversa dalla problematica degli stati italiani, ma anche per esempio in Italia stessa la cucina ebraica italiana adriatica e la cucina ebraica tirrenica sono due cose completamente diverse. La tirrenica si basa sull'olio di oliva, la adriatica si basa sul grasso d'oca. E l'Adriatica arriva per tutto il corso del Po partendo da Torino e finisce giù fino alle Marche. Ancona è nello stato della Chiesa e appartiene a una cultura culinaria diversa da Roma nello stesso stato. Quindi il discorso va affrontato con moltissime linee di ricerca. È vero, tutto quello che avete detto sulla Catalogna è perfettamente vero e tuttavia io arrivo a dire che il couscous, che non è assolutamente spagnolo, che non è assolutamente ebraico, arriva sul mercato di Livorno per l'immigrazione di ebrei dal Maghreb e quindi viene colto come importazione ebraica. E siccome poi quegli ebrei erano sefarditi, è ritenuto un'importazione dalla Spagna. Tutto questo lo dobbiamo studiare, lo dobbiamo verificare. Non possiamo fare delle regole se non studiamo sui testi. Oui, mais si on met bout à bout ces histoires fragmentées de représentation, on en aura une liste infinie. Alors il me semble que votre exposé pose 3 questions. Le premier est réellement si tel type de cuisine est réellement à la juive ou à la mauresque ou à autre chose. Première question. Deuxième question, si à un moment donné, ce qui est perçu comme une cuisine à la juive est aussi préparé par des éléments non juifs de la société de manière plus ou moins générale. Troisième point, est-ce qu'il en a toujours été ainsi ? Si on reprend le couscous vu de la Sicile, c'est très certainement un plat d'origine arabe. Il est resté comme tel, et d'ailleurs l'article arabe n'a pas disparu, ça s'appelle al-couscousou, y compris dans les textes de l'Inquisition du début du XVIIe siècle. De même que pour l'artichaut, al-karchouf, l'article est resté distinct. Simplement, sur le marché de Palerme, la semoule est taxée jusque dans les années 1560-70, exactement sur le même plan que la farine et le pain. Donc 1560-70, ça nous amène assez longtemps après l'expulsion des Juifs. Ce que l'on sait des inventaires après décès et des fouilles médiévales, c'est que l'on trouve des couscoussières dans des tas de maisons qui n'ont rien de juifs, ni de près, ni de loin, ni encore moins de musulmans. Alors le cas est intéressant puisque le couscous a quitté la Sicile progressivement. Le dernier cas que j'en ai, c'est une vieille qui est arrêtée par l'Inquisition au début du XVIIe à Palerme, alors qu'elle fait cuire un plat de couscous sur son brasero devant la porte. Et ensuite, le couscous disparaît et va se retrouver réimporté au XIXe siècle, sous la forme d'ailleurs d'un couscous de poisson, ce qui n'en fait pas sans doute un couscous berbère, mais un couscous tunisien,
que l'on consomme actuellement de manière courante dans la partie occidentale de la Sicile, c'est-à-dire, bon, vous le trouvez à Trapani, à Erice, à San Vitolo Capo, etc., etc. Vous en trouvez maintenant à Palerme, ça redevient une mode. Mais ça n'a rien à voir avec, à ce moment-là, avec une cuisine à la juive. Alors, évidemment, vous pourrez isoler dans tous ces parcours des parcours où l'étiquette à la juive va se trouver accolée à des préparations culinaires qui, ailleurs, à d'autres moments, vont se trouver accolées à d'autres adjectifs et surtout pratiquées par d'autres personnages. S'il y a une cuisine à la juive à la fin au XIVe, XVe siècle en Sicile, c'est l'usage de l'huile comme gaz de cuisson qui fait la différence. La cuisine chrétienne est une cuisine à base de graisse animale. Ce qui distingue la cuisine à la juive, c'est précisément l'usage de l'huile. C'est là que se joue le vrai marqueur. Il est donc ailleurs, si vous voulez, que ce que vous avez pu signaler. Sur l'existence d'une double graisse dans les communautés juives et la graisse d'oie. Et d'ailleurs, le cas de la graisse d'oie qu'il traite d'ailleurs dans son livre de façon diffuse, c'est un autre problème autant intéressant et très riche et très porteur parce que là, c'est pas lié simplement à des importations, exportations. La graisse d'oie n'est guère utilisée en Italie du Sud. Non, mais je précisais que... Non, mais je cherchais seulement où étaient les marqueurs culturels à une époque donnée. Alors, la seule chose vis-à-vis de votre exposé, c'est qu'on a tout de même besoin que les différents éléments soient localisés, datés et réintégrés dans une histoire plus large où vous aurez d'autres médiateurs culturels et d'autres itinéraires. Une dernière question, je vois que ça passionne les foules. Volevo dire soltanto a questo punto che il discorso è molto più complesso di come può sembrare, perché noi cogliamo dai testi che un determinato cibo è percepito in una determinata regione come cibo ebraico. Ora è vero che noi nello stesso momento possiamo dire che in Sicilia abbiamo lo stesso couscous eccetera, però il discorso è un altro. In Toscana per esempio, a Firenze, a Livorno, a Pisa, il couscous è percepito fino ai primi dell'Ottocento come cibo ebraico, tanto è vero che i ristoranti ebraici kasher si chiamavano ristorante il couscous. Oui. Donc... E quindi il discorso non è quello di come viene percepito, non della storia. Esattamente ciò che gli ho chiesto. Sì. Sì. Il y a une grande différence entre les pratiques réelles et ce que l'on peut tirer des textes, effectivement, et de comment est conçu le couscous, c'est ce que vous voulez nous dire. Precedentemente io ho fatto questa distinzione, che anche in Italia esistono vari tipi di cucina ebraica. Su questo sono tutti quelli che hanno scritto a riguardo, sono d'accordo. Esiste la cucina ebraica basata sull'oca, basata sull'olio, e quella basata sull'olio d'oliva. Sì. Il discorso che facevo io era un discorso non sull'origine del piatto, ma su come il piatto era stato percepito. Donc on ne parle pas de l'origine du plat, mais comment le plat a été conçu dans les textes, c'est-à-dire conçu à la juive. Une dernière question et on finit là, parce que je pense qu'on est déjà un peu en retard. Oui, votre intervention était très intéressante, puisque je vois qu'on est beaucoup à réagir. Pour ce qui est de l'aubergine, vous avez dit que les Juifs d'Italie utilisaient le mot berenjena, qui est effectivement le mot espagnol qu'ils ont pris quand ils se sont fait virer, donc avant que l'espagnol durcisse la jota, et disent berenjena. Mais si ces Juifs étaient vraiment ceux qui avaient introduit l'aubergine dans la cuisine italienne, à ce moment-là, l'aubergine en italien porterait un nom dérivé de ce berenjena. Ce n'est pas le cas, puisqu'elle porte
un grand nombre de noms dialectaux, mais qui viennent en fait directement peut-être surtout par la Sicile, etc. Donc il y a certainement eu d'autres voies d'introduction de l'aubergine, peut-être plus dans d'autres régions, peut-être plus, dans les campagnes, alors que là, les Juifs dont vous parlez, c'est peut-être pour les urbains. Je crois que si vous voulez, ça montre qu'il faut croiser différentes approches, là je parle de l'approche linguistique, pour arriver à reconstruire une histoire qui est en fait très complexe. Per quel che riguarda la melanzana, devo dire due cose. La prima, che ho chiarito, che in tutti i testi ebraici scritti non compare assolutamente. È pur vero che in tutti i testi italiani è presentata come cibo da ebrei. Tutti i testi italiani la presentano come cibo da ebrei. E gli scrittori possono essere da Tanara fino a Artusi, e tutti la vedano come cibo introdotto sul mercato dagli ebrei ed usato prevalentemente dagli ebrei. Là aussi, c'est une question de texte. Dans les textes, par les auteurs italiens, elle est présentée, l'aubergine est présentée comme juive. La parola berenjena in italiano è petonciano, che viene prima di melanzana. Quindi in italiano esiste la parola petonciano, che è berenjena, et che poi è stata sostituita da melanzana. Je crois que nous allons nous arrêter là, okay. Parce que et nous avons 5 minutes d'arrêt seulement. On self-image lead to find several corresponding factors in the first period. That the Castilians paid more attention to the Islamic cuisine and look at it more closely and in greater detail. The Andalusian, however, seems to have been more interested in his own Islamic world and only peripherally about goings on outside, in such a way that when speaking of Christian food, a certain distance is taken. On the other hand, in the Christian texts, there are abundant references to the foods composing the basic Andalusian diet, and those most valued. We can observe that there is a certain separation, admitting some exchanges between the lay and religious cultures, and certain tolerance to those food habits located on the spiritual or cultural fringes of the Christian West, since they are produced in an environment that is not subject to the classification and structuring of the Castilian world. This means that there is no theoretical rejection but not practical one. In the case of the Andalusian, however, the rare discretion of the food habits of other people are always characterized by disdain and by a lack of interest. Regarding this separation issue, the Andalusian food culture always seems to be the result of fusion of lay and religious elements, since we find no distinction at all between them. We can conclude that in the period that preceded the final confrontation between Castilians and Andalusians, we can observe the existence of a national Castilian consciousness with established the presence of a clear group identity. The national consciousness of the Andalusian appears to be linked and incorporated into the Muslim world, and if under this concept there is room for something native identified with the province of native soil, it is not enough to give birth to a particular food identity separate from the Islamic one. To examine the matter of food consciousness and identity once the War of Granada was over, we have to take into account various elements related to the existing sociopolitical reality, which influenced the evolution of the life and collective psychology of the population of the Kingdom of Granada. The way which the Muslims surrendered the guiding principles of the colonization process in the new territories, and the knowledge about their interrelation.
The interaction of both processes created a divided and opposite society in which both communities were unhappy with their living conditions and saw the other side as responsible for all their problems. But the dominant division was the Castilian side, and it was the government which imposed the conditions. The main action carried out when they arrived in an area was the segregation of both societies, since for any Christian of the period, the presence of the two religious communities was conceivable, but not its mingling. First, they segregated socially, as well urban planning through the creation of delimiting of physical spaces known as morerias. Commercial segregation also exists, and obviously food segregation. In our case, the social separation is also economic and religious, and the storage center enabled the preparation of dishes and the obtention of an essentially different nutrition from that of the Christian neighbors. We are witnessing the inception of the material foundation which permits the imposition of consciousness and identity discourse on a totally different social group. This identity is reinforced and tied together closely with the monarchy's political and religious concepts, and with the dominant religious principles in such a way as to permit no place for that which is religiously different. This process is not only visible in the area of the food or nutrition, but built also in the linguistic domain, as shown by the analysis of the Primera Gramática Castellana, First Castilian Grammar, by Antonio de Nebrija. Since the sources of this period are those basically produced by the Christian authorities, we know very little about what was going on in the mind of the Muslims. We have news, however, of incidents of extortion and problems they encountered, for the beginning in trying to maintain their normal lives, to feed themselves as they had always done. But we don't have an especially meaningful identification of the collective will. The rebellions were a clear indication of their unconformity, but we cannot confirm that this rejection included or brought with it a consciousness of identity. The process of conversion supposed the elimination of privileges and concessions which had been awarded to the Mudejares by the Castilian monarchy in such a way that an integration into the dominant structures would ensue. We find a society with this, which is legally unified and singular, but which continues to be segregated, and in which a continually increasing gap of social differentiation is opened. This happens because the processes of identification and opposition of both communities is no longer based on spatial definitions, but rather on social status, where the purity of the blood is very important. In this period, it is a lamentation rather than a reaffirmation of the Muslim culture that we see. We continue to find a community destined to see its living conditions worsen continually as it becomes more difficult to obtain certain products and carry on a normal food supply, but we still find no feeling of group homogeneity. In the same way, we also find the continuance of certain habits of consumption among the Moorish, such as the preparation of breads out of secondary grains, the use of Moorish weights, the dedication of the sale of milk and eggs, but we find nothing in the sources about the celebration of Ramadan or the employment of different methods of sitting. We might ask ourselves what was going on in the individual kitchens of the Granadan Moors.
which dishes continued to be prepared without any hindrance, whether substitutions of original ingredients occurred in traditional recipes, whether adaptations happening. For example, did the Moorish prepare their couscous with pork? Did they adapt Christian recipes by substituting pork fat with the fat of another animals? It's this day-to-day war that eludes our knowledge, but which might hold the key to understanding, to identifying the processes of construction and deconstruction of the Moorish food identity of this period. The Inquisition function was understood to be part of the program for political unity that was planned by the Crown. The Christians, meanwhile, continued reinforcing their group and food identity. All this facilitated by the Crown's finding this convenient to its plans for carrying out its political project. However, at the same time, it was understood that this identity would not be complete if the Moorish did not integrate themselves religiously and culturally, and obviously foodly. Hardly a generation after the conquest of the Kingdom of Granada, the Alpujarras rebellion not only comes about as a form of violent protest towards the policy of trapping which the Moorish suffered under, but also serve as a seedbed for the recovery of ancient customs which were progressively sinking into the past, above all for new generations. On many occasions, it is there in the Sierra, in the mountains, that an Arab name is recovered, that religious ceremonies are learned, including fasting and prayer, and that in general the culture is replenished and transmitted within a community that was losing its one, but continued to resist to this fact. It would be the end of the war of the Alpujarra and the subsequent dispersion of the Moorish of Granada into other Castilian territories that marks the re-intensification of the activities of the Inquisition Tribunal and paradoxically the strengthening of their identity as a social group. We should first point out that the consultation of our sources does not permit speaking about the existence of a food identity in a strict sense, only as a food behavior, religiously differentiated with its use as an identifier mark to distinguish one group from another and reinforce beliefs held. There was a sort of exaltation of different conceptions, but only were directly opposed to the teachings of the Christian religion. The principal elements of religious identification in food were to be perceived as an integral part of collective self-identification and thus emblematic of the community. It is surprising that this attempt to exalt their foodways should have arisen in a more visible way in the closing years of the 16th century, at a time when, as we note, there was a weakening of Islamic custom in general and a progressive decline in knowledge of authentic religious practices. We are witness to we want to stop briefly to examine the question of whether in the space of the kitchen we can observe this differentiation of identity or find evidence of cultural exchange. Since we do not possess any more recipe books, we can only infer the particular details from recurrent description of dishes eaten by the community which are found in different sources we have access to.
Despite the theoretic rejection by the Castilian of certain types of dishes and victualling workers, some sweets such as fritters like buñuelos, rosquillas, quesadillas, etc., were widely consumed by the population as a whole and become part of Castilian cuisine. We would like to underline that we are witnessing a process of cultural exchange in which ideology was not completely overcome by the reality of food practices. There are many clear examples of non-voluntary exchange, but those products introduced into Castilian cuisine were those devoid of religious and cultural meaning for the Andalusians, excluding, for example, couscous or slaughtered lamb and misgeme and other things. And that we find the opposite phenomenon in the cuisine of Granada's Moorish. They were penetrated by the most religiously differentiated cultural patterns. Again, we see a close parallel between mentality and food consumption practices. We can conclude by stating that the food identity of a population is not born out of the existence of different elements within the community, but rather it is the ideology that unifies all these elements into one structure to be built. In this construction, always made relative by the existence of the other, we find the confluence of elements related to the collective psychology, with the manner in which a society sees itself and imagines itself and other societies, and the way in which the society organizes or thinks the common spaces that surround food, because this includes the place food is eaten, the way it is done, and the mechanism that permit eating to come about. And all this is very closely related to the existence of mental structures in which social, political, and religious elements converge. That's all. Je remercie Madame de Castro d'être restée dans les 20 minutes. Je ne peux pas la remercier de nous avoir sacrifié les cuites de moriscos et justement les parties très belles de du discours qu'elle nous a livré avant la séance, et j'ouvre le débat. I'm wondering whether it is possible for you to give some specific examples of either meals or foodstuffs that enter into this scheme that you have presented to us, because I find it very interesting, your approach, but somewhat abstract, and I'm wondering whether it's possible to give some concrete examples. Examples, but I have to say, for example, for Moorish people, I think it's very important the communication of Ariel Tov, because he points out the principal point is Moorish people in Spain have different food ways, but they have as well different foods. But the most important thing is these foods are, for example, misgeme, for example, rosquillas, I mentioned it. For example, buñuelos is a type of pastry or ball fried, which is later rolled in honey or sugar, etc. Couscous as well. And for example, wait a minute, mutawama, muswama as well. It's a type of asin wafer, very thin and delicate, and generally eaten with bread or meat, etc. But the problem is not the
produce they eat. The problem is for them is their food, and it's their ways. And for example, for Castilian society, that's the problem, because Moorish, after the general conversion, they have to leave their customs and become totally Christian, and this means they have to leave their food customs as well. So the problem is not because you can find many products that are eaten as well for Christian people. So the problem is not the ingredients. The problem is how people and culture see this food. But I don't know if I answer your question. No, maybe the question would be. Je demande des questions éclairs parce qu'il nous reste moins d'une heure de service d'interprétariat et malheureusement je dois. Okay, very simply, what kind of sources permit you to do that? Yes, for example, I use for the first time for Andalusian period and before the Castilian conquest, I used chronicles, Andalusian and Christian chronicles, as well as travel books. For the second and third period, I used municipal records, especially ordinances and municipal records in general, and inquisitorial records as well. These are my principal sources. Je passe à la communication suivante de Anna Matteu. Prier comme un turc et manger comme un chrétien, la circulation des cultures alimentaires sous la domination ottomane, ce qui nous apporte sous forme d'oxymore au moins deux sobriquets totalement inédits. Ayant comme point de départ cette phrase axiologique qu'on attribue à André-Georges Guillet, je voudrais commenter la tradition narrative autour de la circulation de cultures alimentaires sous la domination ottomane, en particulier des textes du 19e et du 20e siècle. Nous pouvons assez généralement dire que quelques décennies après la conquête de la capitale byzantine par les Ottomans, les voyageurs étrangers qui visitent Istanbul et les autres grandes villes distinguent les communautés de musulmans, de chrétiens et de juifs d'Istanbul et de Salonique d'après leurs pratiques alimentaires. La plupart d'entre eux veulent surtout mettre en évidence les éléments qui différencient les groupes humains coexistants dans les centres urbains. Ainsi, souvent, ils assimilent l'alimentation de tous les jours aux restrictions et aux interdictions de jeûnes religieux qui constituent la partie la plus visible de l'écart des transculturations alimentaires. Mais parallèlement, aussi bien les récits de voyageurs que d'autres témoignages de l'époque se réfèrent indirectement au comportement collectif commun aux classes populaires, en rendant évident, au-delà des stéréotypes religieux, les habitudes alimentaires quotidiennes. Aliments bon marché, beaucoup d'entre eux sont aujourd'hui oubliés, vendus par les commerçants ambulants qui parcourent les quartiers de la ville, ainsi que les plats cuisinés qui sont préparés dans les magasins à proximité du marché, mais également bon marché et qui pourraient être consommés debout, sur place. Très peu de textes du XIXe siècle, mais très riches en informations, sont centrés sur ces aliments peu chers qui se préparaient et se consommaient dans les villes durant des siècles entiers, suivant la mémoire vécue du goût et la nostalgie gourmande de ce qui disparaît. Ces textes parlent surtout de Constantinople, mais de plus anciens tarifs de produits de consommation indiquent que les mêmes habitudes alimentaires sont valables dans un moindre degré, certes, quant à leur diversité dans la plupart des centres urbains et même dans les grands bourgs. Le monde devient plus familier
est plus facilement reconnaissable à la lecture des textes des savants qui, dans les marges de leur sérieuse occupation lexicographique et philologique, ont laissé des témoignages sur la grande diffusion et la diversité d'autres mets d'origine ottomane bon marché. Ainsi, Stéphanos Koumanoudis, illustre savant du XIXe siècle, a laissé dans ses papiers quelques vers où il exerce à mettre en rime un catalogue des mets savourés de cette époque révolue, qui, inconnus hélas aujourd'hui, c'est-à-dire en 1882, sont pourtant arrivés jusqu'à nous. Il mentionne alors la riane, du lait caillé qui se boit glacé avec des sels et de la menthe, le hossaf, boisson extrait de raisins secs, des abricots et des pruneaux secs bouillis avec beaucoup de sucre, le sapara, probablement une sorte de poisson, mais pas identifié avec certitude, le boza, boisson de millet ayant un goût aigre-doux, le boulgour, de blé séché moulu qu'on fait bouillir, le couscous, les pastilles, une pâte de fruits présentée en feuilles, le patsa, pain et pieds d'agneau bouilli, le youfka, mais préparé avec une fine feuille de pâte, le retzel, une sorte de marmelade, le housmeri, ou peut-être katmeri, une sorte de pita, le trachana, orgue concassé au lait caillé, le pichti, une sorte de gelée faite avec les jus de patsa glacé solidifié avec le jus et le gras de la viande, le pastourma, viande séchée fabriquée surtout à Cappadoce, à Varna, de Bulgarie, mais aussi à Istanbul, le kavourma, viande d'agneau risolée. Tous ces mets sont les emprunts lexicaux et culinaires de la culture ottomane. On voit déjà dans le catalogue de Koumanoudis que certaines appellations de mets ne peuvent pas être identifiées à leur contenu. Très souvent, le sens de mots quotidiens est oublié, parfois le mot même disparaît également, ou encore certains mots sont redéfinis étymologiquement selon les données sociales, culturelles et idéologiques de l'époque de la et les produits concentrés d'une longue évolution, où sont éclipsés certains des mets les plus populaires et les plus aimés. D'autres ont résisté jusqu'à notre jour. Enfin, dans ce jeu lent entre les mots et les choses de l'espace alimentaire, la circulation des gens joue un rôle particulièrement important. Les mouvements de population imposés ou bien volontaires créent aussi bien des conditions pour le syncrétisme alimentaire qu'ils deviennent responsables pour les changements et l'abandon. Il est bien entendu très rare qu'un de nos textes fasse mention de mets très simples, très pauvres, les plats d'un sou. Au magasin où on prépare le halva, l'été on vend des pis de maïs, des melons, des pastèques ou des laitiers. Dans les quartiers turcs, c'est l'odeur de vinaigre et de moisi qui mène directement aux boutiques où on prépare les pickles, qui achètent aussi bien les musulmans et les chrétiens, ces dernières surtout pour les jours de jeûne. Le boza, le hossaf et le salep, boissons faites de la racine d'une espèce particulière d'orchidée, sont vendus dans la rue par les énormes Albanais turcs qui déambulent et les proposent aussi dans les cafés. Les gens de kiosques vendent dans la rue des stragaglias, c'est les pois chiches rôtis avec lesquels on pétille le temps, et les Grecs venant du fond de l'Asie mineure vendent dans les paniers des grains de potiron séchés et rôtis avec du sel. C'est aux roulades qui vendaient de l'eau d'éteindre la soif que ces grains font monter, ou bien aux vendeurs de serbets glacés faits du jus de charoub. Je vais m'arrêter ici avec la longue série de ces plaisirs populaires de tous les jours. Mais avant, une remarque qui a trait à la consommation de ces derniers aliments. Les voyageurs sont impressionnés par le fait que chrétiens et musulmans de classe moyenne et pauvre, et jamais les riches, ont des poches pleines de stragalia, de grains de noyaux divers de fruits, qui maçonnaient sans répit tout au long de la journée, non pas pour leurs calories et leur qualité nutritive, c'est évident, mais parce qu'ils calment leur angoisse constante de remplir le ventre.
Malgré leurs habitudes alimentaires particulières qui trouvent leurs origines dans les conduites alimentaires religieuses, chrétiennes, musulmanes, juives, et qui régulent l'interdiction définitive ou périodique de certains aliments, musulmanes et chrétiennes se trouvent souvent ensemble à la même table, à la seule condition qu'il n'y avait pas de porc ou d'autres aliments qui repoussent comme impurs, tels que les grenouilles, les tortilles et les escargots. Il faut ici rappeler que aussi bien que les musulmans que pour les juifs, l'interdiction permanente d'un aliment est toujours liée au sein de l'Empire. Reste toujours sans réponse la question relative au vin. Y avait-il du vin assez attablé? On servait du raki, cela est sûr, parce que le raki est un produit distillé. En ce qui concerne le vin, sa consommation dépendait peut-être de la période, tantôt d'interdiction stricte, tantôt plus tolérée. Suraya Faroqi écrit que ces interdictions visaient en premier lieu certaines catégories de sous-cultures des musulmans pour lesquels boire constituait une façon d'être, à savoir mercenaires, marins de bateaux corsaires, mais aussi derviches et encore plus les bektassus. Il est bien attendu que lors qu'un dîner privé non officiel, la violation de l'interdiction de l'alcool pouvait se faire en douce avec la tolérance et l'aide des chrétiens. Les narrations sur comment les chrétiens islamisés règlent les problèmes du manger et du boire donnent deux aspects du phénomène différents. À Murtatouchoria, village arvanite du Péloponnèse, converti à l'islam, où pour être plus précis, la conversion concerne uniquement les membres mâles d'une famille, les femmes du village restant chrétiennes. La galette qui mangeait ordinairement les Turcs était accommodée pendant les jours du carême, moitié avec de l'huile et moitié avec du beurre. Et le porc qu'ils nourrissaient et qu'ils abattaient durant le carnaval, ils le cuisinaient dans le même chaudron avec la viande du mouton. Et cela les mangeaient les pères et les enfants mâles, tandis que la mère et les enfants femelles mangeaient la viande du porc. Un autre élément intéressant qu'on trouve dans ce témoignage est qu'une couche de pâte sert à séparer les deux espèces de la viande, pâte qui absorbe le jus dégorgé pendant la cuisson, afin que la viande de mouton ne soit pas contaminée du jus du porc impur. Ainsi, nous nous trouvons ici devant une sorte d'intériorisation de l'interdiction de manger du porc en ce qui concerne les islamisés, mais qui tolèrent en même temps le lever de l'interdiction pour les membres chrétiens de la famille. Nous avons enfin une deuxième indication provenant de la Gumurzina à Komotini de Thrace, qui mentionne que les Pomaks, les Bulgares islamisés, ressemblent aux Albanais quant à leurs habitudes religieuses parce qu'ils cuisinent du porc et du mouton dans la même casserole et font la pita avec les deux viandes. Quant à la coexistence alimentaire et la sociabilité des Juifs avec les musulmans et les chrétiens, les témoignages sont minimes et dans la plupart proviennent des indications antisémites stéréotypées du prêcheur. Les Juifs vont dans la ville du poisson, mais ils ouvrent la bouche du poisson, pissent dedans et seulement après les vendent aux chrétiens, etc. Mais au XXe siècle, principalement par le biais des travaux de l'ethnologie, s'est construite une tradition narrative axée en grande partie sur les particularités et les différences entre les cuisines juives, séfarades et grecques de Salonique. Les narrations sont centrées de blême sur la différence de la façon de préparer un plat commun aux cuisines séfarades et chrétiennes. Mais sans les éléments historiques correspondants, toute référence au passé reste problématique. Maintenant, je voudrais centrer ma réflexion sur quelques plats qui sont communs à toutes les communautés ethniques, mais qui varient quant à leur appellation, à leurs composants alimentaires et au mode de cuisson, comme sont les tourtes. Les pites pour les Grecs, les borek pour les Turcs et les pastelles ou enkiousa pour les Juifs. Je vais utiliser non seulement les témoignages de l'époque, mais aussi les témoignages postérieurs qui, à travers l'étymologie, alimentent l'historicité surtout nationale de ces plats.
Si l'on juge d'après la mention que l'on fait dans les réglementations agronomiques et les tarifs, un rôle très important pour l'alimentation journalière urbaine joue les magasins qui proposaient les mets tout préparés analogues aux tourtes italiennes et françaises qui, depuis le XIIIe siècle, sont devenus un des éléments constitutifs de la cuisine européenne. La provenance sociale de la pita farcie reste encore élucidée. La pita est-elle produit de la cuisine de la ville ou bien des habitudes de la cuisine de la campagne? Il faudrait exclure plutôt la seconde hypothèse, même si elle est enregistrée deux fois comme donation dans les registres des impôts. La pita est-elle produit qui dérive des habitudes d'une élite ou des couches sociales du peuple? Ou bien, pour les pauvres, à l'origine, devient-elle ensuite un mets pour les gourmets? La date de son apparition reste également inconnue. Je parle toujours de la pita farcie. Quoi qu'il en soit, elle se répand très rapidement aussi bien dans les environnements ruraux qu'urbains, avec une incroyable facilité d'adaptation et de démocratisation. Je pense que nous pouvons clairement distinguer la pita farcie et ses analogues borek ou pasteles qui sont en circulation à partir du XVe siècle, de placundes, du latin placenda, de l'Antiquité et de la pita byzantine, et de soutenir que leur origine est du point de vue de la chronologie et du point de vue sémantique étroitement liée aux tourtes farcies qui depuis le XIIIe siècle deviennent une des bases de la nouvelle cuisine européenne. Les tourtes farcies, selon Massimo Montanari, semblent connaître un succès extraordinaire. Viande, poisson, fromage, œufs, légumes, tout peut y entrer en couches ou en morceaux ou amalgamant en balles recouvre d'une enveloppe de pâte. C'est une gastronomie qui est conditionnée ou du moins favorisée par la disponibilité d'un four, tend par conséquent à s'éloigner de la dimension domestique, son milieu naturel et surtout la ville, avec les installations publiques, les fours. À partir du XVe siècle, la pita est mentionnée comme une donation que les paysans doivent acquitter aux percepteurs avec le paiement de leurs impôts. Dans le registre turc est mentionné le bocaccia, le mot provient du mot italien focaccia, et selon Dickens, il s'agit de la lipsopita, une soi-disant pita qu'on fait cuire sur les cendres. À sa version plus évoluée, la bocaccia est faite avec de la pâte feuilletée, aspergée de sucre en poudre ou bien farcie au fromage et aux épinards. Dans les tarifs de provenance ottomane, le mot qui signifie la pita farcie est borek, fait d'une pâte fine à base de farine et de farces variées, au fromage, à l'œuf, au lait, aux épinards, à la viande hachée ou aux oignons, agrémenté d'une dose précise de sel et de condiments, principalement de poivre. Ces réglementations prévoient les doses de tous les éléments alimentaires utilisés, plus particulièrement celle de la farce, de façon à ce que le borek ne soit pas plat et mince. La qualité de la farine et la quantité exacte du sel et du poivre sont également réglementées et contrôlées. Déjà au XVe siècle, le borek était un mets très populaire et très revendu dans les villes et il même vendu dans les magasins spécialisés, les burek-sidika, sinon dans la rue. C'est un mets facilement consommable à importer, à manger à la main ou dans une assiette. Aujourd'hui encore, à Istanbul, on vend le borek coupé en petits morceaux dans du papier pour le manger chaud avec les doigts. Le mot a été hellénisé, devenu boureki, boreki ou pourekin. Dans les manuels gréco-ottomanes du XIXe siècle d'Alexandre Constantinidis, dans la partie qui sont répertoriés les mots turcs de la langue parlée, le boreki est expliqué avec le mot placunda, placenta. Il est possible que les populations hellénophones, du moins celles qui peuplent les centres urbains, emploient la version hellénisée du mot. La coexistence de deux mots pourrait aussi correspondre à des mets ayant beaucoup de similitudes, mais une différence de taille, la farce. À la différence du borek, le mot pita renvoie à la cuisine ancienne, soit placundes, placenda, de pain plat cuit au four, soit au mets préparé à la poêle, ou bien à certaines pita simples dont l'appellation suit le principal produit de la farce. Dickens
dit que pita est le placus, placenta. Il mentionne également le placopita, placenta marsapa, la levropita, placenta e farina, la lachanopita, placenta exoleribus et la lipsopita, citée plus haut. La seule association étymologique entre la pita et la pizza, du moins de celle que je connais, provient du lexique de dialecte de l'île de Lefkas, de Christophoros Lazaris. On peut attribuer ce retard au caractère napolitain local fermé de la pizza au dernier siècle, mais aussi à la préférence que les lexicographes grecs montraient à l'égard des étymes provenant des Grecs anciens ou byzantins. Nous sommes toujours sous la domination des céréales. C'est dans cette grande famille d'aliments qui entre les différents types de pain, de pites, de borek, de bouillies et de pâtes. En essayant de les classer, on commence par comparer leurs noms, puis on compare les recettes, on enquête sur leur apparition, la durée de leur vie. Les liens de parenté sont tels qu'il est normal de noter des glissements sémantiques et historiques. Les Juifs européens, par exemple, dans leur tradition, utilisent 3 mots pour désigner le pain azim. Torta, quand il est de forme ronde, crustulum pour le pain en croûte et laganum pour le pain fin du temps ancien. Les mets cités ici sont des produits d'interminable transculturation ethnique et linguistique et figurent encore à nos jours avec leurs différentes appellations parmi les plats de cuisine nationale. Mais comme aujourd'hui font inéluctablement partie de la narration nationale, les souvenirs de l'égout sont chargés avec les événements de l'histoire contemporaine, d'une histoire qui fait parfois destructrice. À Thessalonique, écrit Henriette Asseo, notre cuisine, celle des Juifs, ne provenait pas des Grecs qui avalaient des oignons crus, était délicieusement turque ou plutôt ottomane, révisée selon la sensibilité de l'estomac séfarade. Borek qui fond dans la bouche. Chez nous, la pâte étendue fine tremble comme la peau d'un petit oiseau. Borek, enfantine et menu. Les textes cités démontrent à des moments historiques différents ce qui est particulier et ce qui est commun, la cuisine de la différence, mais aussi celle de transculturation alimentaire, l'osmose entre les tavernes populaires et les mets bon marché vendus dans la rue. Et pourtant, très peu sont les textes qui donnent la supériorité à la cuisine de l'autre. De toute la bibliographie grecque relative, je ferai une mention spéciale d'un petit texte de notaire anonyme présenté au journal byzantin de 1888 et qui décrit avec précision, savoir et grâce la cuisine ottomane qui prédominait dans toute l'Istanbul. Les autres communautés ethniques qui vivent à Constantinople, les Grecs, les Arméniens, les Juifs, comme ils habituent à la langue turque, ils habituent aussi à la cuisine turque. Les lois du goût, de la même manière que les autres, les imposent la race qui domine. Les Grecs, étant éclectiques, ont su s'approprier tout ce qu'ils ont trouvé de bon de la gastronomie européenne et asiatique. D'autres s'imaginent Istanbul comme une hanoum bellissime noyée dans les rêveries voluptueuses. Quant à moi, je vois les énormes tonneaux de caviar, des montagnes de poissons de Balik Bazar, la flotte de bateaux qui transportent des 4 coins du monde des aliments et Istanbul. Je me l'imagine comme une femme grande, aux allures d'homme, assise devant une table, et elle mange, et elle mange, et elle mange. Merci beaucoup. J'ouvre les questions. Juste très rapidement, on m'entend là pour juste noter un point à propos du börek en Turquie et de la distinction, enfin de l'éventuelle origine citadine ou rurale. Il me semble qu'il y a et une version citadine et une version rurale qui peuvent correspondre simplement à celle de l'élite, qui serait celle du börek, dont le mot d'ailleurs n'est pas d'origine turque, mais on trouve des tas d'autres dénominations locales en Turquie et très anciennes qui sont du turc et qui correspondent à la même réalité, c'est-à-dire une pâte
qui est fourré avec soit du fromage, soit de la viande. Voilà. Bon, après le beurek, je vais satisfaire les gourmands d'interdit qui avaient un peu protesté avec M. Soave, parce que là, on a le tabou du porc et identité en islam de M. Benkeira, qui vient de publier un livre justement sur l'interdit chez les juristes islamiques. Et donc, je le prie de monter sur l'estrade et de commencer. Je vais lui... Je dois dire que j'avais projeté tout à fait au début comme le titre de mon intervention l'indique faussement d'ailleurs, je comptais traiter des relations entre le tabou du porc et le problème de l'identité. Malheureusement, je ne pourrais pas le faire, non seulement pour des raisons de temps, mais pour des raisons aussi d'exposé très compliquées. Donc je vais me limiter à introduire en quelque sorte la question, et en indiquant tout d'abord que je ne suis pas du tout historien, et que deuxième aspect qui me paraît important de signaler, c'est que je suis venu à m'intéresser aux problèmes alimentaires en relation avec mon intérêt pour l'islam comme système religieux. Donc c'est toujours par rapport à la religion que je m'intéresse aux problèmes alimentaires. Néanmoins, je n'ai pas été déçu s'agissant de l'islam, parce que quand on examine les textes dans la période, disons grosso modo entre le 7e siècle, je prends le 7e siècle comme l'époque donc où se constitue le corpus coranique, la fin du 7e siècle de l'ère chrétienne, et le 15e siècle, je crois que dans mon texte, c'est le dernier auteur que je cite date de cette époque-là, 15e siècle toujours de l'ère chrétienne. Durant cette période, on se rend compte que l'alimentation ou le fait de manger, le manger de façon générale, est recouvert par un grand nombre de discours en islam. Alors j'entends islam dans un sens très large, pas uniquement au sens religieux, c'est-à-dire l'ensemble de la civilisation islamique. Alors on a d'une part les discours de type religieux, qui sont essentiellement les discours de juristes, comme l'a dit à l'instant Alberto Capati. Les juristes s'occupent beaucoup d'alimentation, de nourriture, notamment afin de définir ce qu'il est interdit de manger et ce qui est licite de manger. Nous allons voir pourquoi les juristes insistent sur cet aspect. Ils s'interrogent également, enfin, ils se préoccupent également, alors une littérature extrêmement abondante que je suis en train d'étudier actuellement, sur les règles de la mise à mort des animaux, aussi bien les animaux domestiques que les animaux, le gibier, les animaux sauvages. Également le problème des poissons, enfin, etc., etc. Donc il y a cette dimension-là. La deuxième dimension, ce sont tous ceux qui s'occupent de diététique, soit sous l'influence directement hellénistique, soit sur la base de traditions persanes ou arabes. On a également tout un champ de la pensée islamique qu'on peut mettre du côté de ce qu'on appelle le soufisme, mais qui n'est pas réductible au soufisme, c'est le discours ascétique. Le discours ascétique, donc au sujet, qui peut être mis en relation avec d'ailleurs la loi islamique, en relation avec le jeûne directement. Donc la nécessité de ne pas manger beaucoup. Ce matin, on a parlé de ça. Enfin, en début d'après-midi, quelqu'un avait parlé de ces questions-là au sujet du christianisme. C'est très très important également en islam, dans la pensée islamique. Donc, c'est à l'intérieur de l'ensemble, sans oublier un autre aspect, j'allais l'oublier, qui est très important, c'est tout ce qui touche les règles de la commensalité et les lois de l'hospitalité. Donc, l'interdit du porc n'est qu'un élément parmi
dans ce continent immense. Et alors le problème, c'est que peut-on expliquer, peut-on comprendre un interdit comme celui-là en faisant abstraction de tout cet ensemble, ou alors faut-il l'insérer dans cet ensemble et l'étudier donc à la lumière de cet ensemble? Malheureusement, pour pouvoir, évidemment, je penche vers la deuxième perspective, mais il faut donc s'atteler à la tâche et examiner l'ensemble de ces discours et donc essayer de voir si l'interdit du porc mis dans cet ensemble, dans ce continent-là, peut être éclairé. En tout cas, c'est le parti que j'ai décidé de prendre. Alors, je reviens maintenant à l'interdit du porc plus précisément. Alors, je signale que c'est la seule espèce animale qui est interdite explicitement dans le Coran. Aucun autre animal n'est interdit dans le Coran. Par ailleurs, c'est un interdit qui est peu transgressé. Hein, quand on examine dans l'ère islamisée centrale, hein, quand on examine la littérature historique, les chroniques, etc., on se rend compte, on observe qu'à toutes les époques, il a existé des musulmans déclarés sincères ou non, qui ont consommé des boissons alcoolisées, et donc on le voit parce qu'ils sont punis, ils sont dénoncés, etc. Mais il n'est jamais question de personnes qui mangent du porc. D'ailleurs, d'un autre côté, on a la preuve, si vous voulez, positive, c'est que les traités de droit, quand ils parlent des punitions infligées à l'ivrogne, mais ils ne parlent pas de punitions infligées aux consommateurs de porc. Il n'y a pas de punition à infliger à un consommateur de porc. Alors, par ailleurs, la transgression alors ce tabou est transgressé. Hein. En tout cas, il est transgressé, dans le monde musulman contemporain. Hein. Néanmoins, ça reste toujours marginal. Et à la différence de ce qui se passe pour les boissons alcoolisées, comme je viens de l'indiquer, qui sont interdits, qui est souvent transgressé, le fait de transgresser l'interdit sur les boissons alcoolisées ne remet pas en question le statut, l'appartenance de l'individu à la communauté des musulmans, à la communauté des fidèles, alors que la transgression de l'interdit du porc a plutôt tendance à remettre en question ce statut. Alors j'en viens à l'aspect, si vous voulez, à l'aspect plus proprement historique. Alors dans le Coran, je l'ai dit, la seule espèce animale interdite prohibée, c'est le porc. Il a un nom, c'est khinzir. Alors ce terme, qui est d'origine sémitique, ce terme ne désigne pas à proprement parler, il est difficile de dire s'il désigne l'espèce sauvage ou l'espèce domestique. Hein, je vais parler de cet aspect à l'instant là. Alors je dis très rapidement que le porc, il en est question dans le Coran à 5 reprises. À 4 reprises, il en est question au sujet, donc, en relation avec les interdits alimentaires, pour dire qu'il est interdit, qu'on ne doit pas le manger, toujours associé à d'autres interdits ayant trait à la nourriture carnée. Mais il en est question également dans un passage très bref, très obscur aussi, à propos d'individus, comme parle le Coran, de mécréants dont Dieu a fait des singes et des porcs, hein, qu'il a transformés en singes et en porcs pour les punir. Donc c'est un passage, c'est le seul autre passage où il est question de porc en relation avec le singe, et donc il s'agit de métamorphoser des mécréants. Alors, ce que je disais à propos du référent du mot cochon dans le Coran. Alors, dans le Coran, donc, il est question de ce khinzir. Alors, le problème qui se pose, c'est, s'agit-il du cochon sauvage ou du cochon domestique? Bon, d'une part, on doit faire une première remarque, c'est que dans l'Arabie centrale, de façon générale, il n'y a pas de porc, ni sauvage, ni domestique. Bon, dans l'article Rida de l'Encyclopédie d'Islam
écrit dans les années 60, Maxime Rodinson citait des sources grecques, des auteurs grecs, des historiens grecs du 5e siècle, je crois, qui remarquaient que les Arabes n'élevaient pas, ne mangeaient pas et ne connaissaient pas le porc. Donc c'est un aspect, à mon avis, très très important pour comprendre cet interdit. Alors, je fais une référence très rapide au monde contemporain. Quand le mouvement dit Nation de l'Islam se développe aux États-Unis, le mouvement des musulmans noirs, les dirigeants de ce mouvement insistent beaucoup sur le problème du porc. Puisque les Noirs, comme le porc est une chair ou une viande pas très chère, donc à la portée des plus démunis, les Noirs avaient tendance à en consommer un peu plus. Donc, notamment Elijah Mohammed insiste beaucoup sur le fait de rompre avec cette pratique. On ne peut pas dire la même chose au sujet de l'islam au 7e siècle. Les Arabes de l'Arabie centrale ne mangeaient pas de porc. Alors la question qui se pose, il y a deux questions qui se posent. Il y a d'une part la question du référent, de quel animal s'agit-il ? Deuxièmement, pourquoi interdire quelque chose que finalement personne ne mangeait ? Il y a quelque chose de paradoxal là. Alors, je dis le porc, le référent du porc n'est pas précis. Les commentateurs vont essayer par la suite d'orienter, pas forcément d'ailleurs des commentateurs coraniques, les commentateurs vont essayer d'orienter, enfin de définir, de délimiter ce qu'est ce porc, et ils tomberont d'accord pour dire que, grosso modo jusqu'au Xe siècle de l'ère chrétienne, pour dire qu'il s'agit d'un animal sauvage. Donc, manifestement, pendant un moment, le porc est resté un animal sauvage, c'est-à-dire le sanglier, le cochon sauvage. Quelques auteurs qui ont été en relation avec le monde byzantin, avec la région irakienne, syrienne du monde musulman, ce seront les seuls qui parleront du porc domestique. À la suite de quoi, je formule l'hypothèse que dans le Coran, le porc qui est interdit n'est pas un animal. Vous allez me dire, qu'est-ce qui est interdit ? C'est-à-dire que l'interdit ne porte pas sur un animal, sur une consommation, il porte sur une représentation. C'est une représentation héritée. C'est là que s'établit le lien avec la culture biblique. Une grande partie des Arabes, enfin une partie importante, disons, des Arabes dans l'Arabie centrale, qui avaient adhéré à une religion monothéiste, étaient plutôt de tendance judéo-chrétienne. Pas chrétienne, pas juive, mais plutôt de tendance judéo-chrétienne. C'est-à-dire que là, je m'appuie sur un travail qui a été fait par un de mes collègues, Simon Mimouni, qui montre que le judéo-christianisme, on a cessé de parler du judéo-christianisme, d'évoquer le judéo-christianisme dans les documents, grosso modo, à partir du IXe siècle. On n'en trouve plus trace. Entre le 1er siècle et le IXe siècle, il y a beaucoup de documents, de témoignages, où il est question de judéo-chrétiens, appelés nazoréens, mais à partir du IXe siècle, on n'en entend plus parler. C'est lui-même qui fait l'hypothèse, enfin la conjecture, que probablement ces judéo-chrétiens se sont fondus dans l'islam, dans la mesure où l'islam concilie à la fois, prend un peu de christianisme, des éléments du christianisme, et des éléments de la loi juive. Et donc, le Coran hérite par ce biais-là de règles au départ hébraïques. D'ailleurs, la liste coranique est une liste invariable. À tous les moments de la constitution du Coran, elle énonce 4 interdits: le porc, le sang, la victime dédiée aux idoles et la bête morte. Ça correspond à peu près
au décret apostolique. Je vois déjà le... Ça correspond à peu près au décret apostolique, à part que dans le décret apostolique, il est question de pornéa et non pas de porc, c'est-à-dire de relations charnelles. Mais disons, là, ce serait mal présenter les choses que de se limiter à cet aspect, parce que par la suite apparaîtra une littérature d'origine d'ailleurs de caractère profane, disons, hein, une littérature beaucoup plus profane, qui essayera de définir cette représentation. Or, cette représentation, telle qu'elle peut, ce cochon tel qu'il est dessiné, c'est tout simplement le symbole même de l'animalité. Alors, je vous énonce très rapidement les différents thèmes qui sont présentés par cette littérature. Le premier thème emprunté au Coran lui-même, que je venais d'indiquer à l'instant, à propos de la métamorphose. Si un être humain est puni par Dieu en étant métamorphosé en cochon ou en singe, c'est que le cochon et le singe sont les pires formes qui soient pour un être humain. Donc on a bien là le singe étant lui-même caricature, hein, c'est la caricature même de l'être humain. Le cochon, lui, c'est une autre caricature. Alors, le deuxième thème qui est mis en avant, c'est celui de la mixité. J'entends par mixité le fait d'appartenir à la fois à deux ordres, c'est-à-dire d'être à la fois un carnassier, parce qu'il est présenté comme un carnassier, le cochon, en raison puisqu'il s'agit du sanglier, en raison de ses défenses, et d'être aussi un herbivore. Alors, autre thème très très important également, c'est le dressage. On ne peut pas dresser le cochon. Alors qu'on peut dresser le cheval, on peut dresser le chien, on peut dresser les rapaces. Le cochon est inapte au dressage, c'est-à-dire qu'il est inapte à l'humanisation d'une certaine façon. Quatrième thème plus connu, exploité également par d'autres littératures, c'est la scatophagie. Alors il y a un thème qui est très marginal, qui est utilisé par des auteurs tardifs, mais influencé beaucoup par la littérature grecque, c'est la proximité homme-cochon. Hein. C'est le fait que quand on greffe un os de cochon à un homme, la greffe réussit. Donc sur le plan, il y a aussi le fait que on raconte une anecdote, beaucoup d'auteurs racontent une anecdote disant qu'un homme vendait, un boucher malhonnête, vendait de la chair humaine, la présentant comme de la chair de porc. Et que les gens, les consommateurs de porc qui achetaient chez lui du porc, ne se sont jamais rendus compte de la différence jusqu'à ce qu'un jour l'un d'eux trouve des doigts humains dans un paquet de viande. Donc ce qui prouve que la chair humaine et le cochon, c'est exactement, c'est très proche. Mais je dis ça, c'est un thème très marginal. Hein. Alors, sixième thème qui est en rapport avec celui de la métamorphose, c'est la laideur. C'est un animal d'une grande laideur, évidemment, hideux, repoussant. Alors, septième thème très important, qui fait l'objet enfin, il est souligné, c'est un animal lubrique, pervers et prolifique. Hein, je dis pervers parce que il est présenté comme étant capable de copuler avec la femelle alors qu'elle est en train de déféquer. Vraiment, enfin, il est présenté dans des situations les plus extraordinaires. Huitième thème, c'est l'agressivité. C'est un animal très méchant, très agressif. Neuvième thème également, mais assez marginal lui aussi. Il a une chair délicieuse, mais ça c'est principalement un auteur en particulier un auteur très influencé par Aristote. Hein. Donc, si vous voulez, la
l'ensemble des traits qui sont présentés par cette littérature, c'est que le porc est un animal, et là on est dans le cœur de la conception arabe ou islamique de la nourriture. Le porc est un animal, habituellement la bonne nourriture est celle qui est porteuse, parce que la nourriture n'est pas bonne parce qu'elle est bonne au goût, ou parce qu'elle serait, je parle du point de vue religieux, ou parce qu'elle serait diététiquement utile. La nourriture est bonne parce qu'elle est porteuse de qualité quasi divine, de ce que les Arabes appellent la baraka. Une nourriture, pour être bonne, doit être porteuse de baraka, quelle qu'elle soit. Le porc est particulièrement, il se caractérise précisément par le fait qu'il ne peut pas porter cette baraka. Un auteur, je vous cite et je termine à ce sujet, je ne veux pas dépasser les 5 minutes qui m'ont été accordées. Un auteur dit, regardez, comparez le porc à d'autres animaux domestiques comme le mouton en particulier. Il dit, la truie met bas une portée de plusieurs pourceaux, mais regardez, il n'y a jamais de troupeaux importants de porcs comme il y a des troupeaux importants de moutons ou de chameaux, etc., etc. C'est-à-dire que il dit littéralement, il utilise un terme qui est utilisé c'est un auteur du Xe siècle. Il utilise un terme qui veut dire il n'y a pas de richesse et de croissance dans cette espèce. Elle ne peut pas croître, elle ne peut pas se reproduire. Et je m'arrêterai là. Oui. En tout cas, j'ai bien apprécié votre intervention, mais vous avez aussi parlé d'un paradoxe, mais je crois que ce n'est pas tellement un paradoxe. Parce que dans le système pastoral, le cochon n'a pas une place, parce que le cochon, c'est vraiment un animal sédentaire. Et c'est aussi bien connu que la population pastorale a un des prix très forts contre la population sédentaire. Dans ce cas, c'est très logique, on ne mange pas parce qu'on n'est pas le cochon et on n'aime pas aussi la population sédentaire. C'est la thèse de Simons. Oui, c'est vrai, mais il y a une... Oui, mais moi, je parlais de paradoxe. Pourquoi je parlais de paradoxe? C'est que, à quoi sert-il d'interdire un animal que finalement on ne mange pas? C'est ça la question qui m'a occupé. Non, mais c'est une question de géographique aussi. On oui, ne mange pas vous avez parfaitement raison. C'est la même chose, par exemple, comme la population pastorale ne mange pas du poisson. On peut trouver ça dans beaucoup de régions du monde. La population pastorale ne mange pas le poisson, sauf dans cas de grands problèmes. Oui, mais ça revient à dire que, alors, à ce moment-là, ce n'est plus un interdit religieux, puisque vous le renvoyez du côté d'un mode de vie économique. Oui, c'est-à-dire que les pasteurs, le défaut de la thèse de Simons, c'est de dire tous les pasteurs ne mangent pas de porc. Donc finalement, c'est une question de mode de vie économique. Oui, or, les pasteurs, les Arabes dont je parle, ceux de l'Arabie centrale du 7e siècle, à la Mecque ou bien à Médine, ils n'étaient plus pasteurs depuis très longtemps. C'était des sédentaires. Donc je crois qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas réduire les choses à... C'est vrai, il y a du vrai dans cette thèse. Il y a du vrai, mais je crois qu'elle est insuffisante. Elle ne peut pas expliquer... D'une part, elle ne peut pas expliquer pourquoi, par exemple, les Juifs qui ne sont plus pasteurs depuis très longtemps ne mangent pas de porc. Pourquoi quand on change de mode de vie économique, alors on ne supprime pas l'interdit? C'est ça. Il y a quand même... C'est intéressant, mais enfin, je pense que c'est pas suffisant. En tout cas, vous n'êtes pas convaincu, ça c'est clair. Hein? Mais enfin, la question reste à débattre. Vous avez dit qu'il n'y a aucun témoignage documentaire que les Arabes ont mangé des porcs, mais il y a des témoignages archéologiques. Nous avons un problème, un grand problème. On fouillait la cité de Saragosse
et on pouvait localiser très bien la structure socio-géographique de la cité. On trouvait que dans la cité, la zone où est emplacée l'aristocratie musulmane, on trouvait dans les fouilles on trouvait assez fréquemment des restes de porc. Dans ça, il a présenté un problème très grave pour l'archéologue qui croyait qu'il ne faisait bien son métier, parce qu'il croyait qu'il y a une erreur de datation et une erreur de méthode. Mais comme il est très prudent, il a demandé des ajudes à des experts dans l'archéologie musulmane de l'Afrique pour voir si l'assignation chronologique c'est correcte. Et c'est correct, c'est le problème, c'est correct. Vous avez parfaitement raison. Moi, je ne parle pas de... Quand je dis les Arabes ne mangeaient pas de porc, je parle du 7e siècle. Je ne parle pas de Saragosse. Voyez-vous? Donc, ce que vous dites est tout à fait... je vous ai dit que le tabou, j'ai des témoignages, bon, ils ne sont pas écrits, le tabou, jusqu'à nos jours, est transgressé. Hein? Il y a toujours des mangeurs de porc. Il y a toujours des mangeurs de porc. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas du tout de mangeurs de porc. D'ailleurs, les tabous sont toujours transgressés. Le crime est interdit, pourtant il y a des criminels. Donc, les tabous sont toujours transgressés. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Hein. Je voulais dire simplement que dans l'Arabie centrale, au 7e siècle, les Arabes ne mangeaient pas de porc. Ils n'élevaient pas de porc, ils ne mangeaient pas de porc. Et d'ailleurs, dans aucun texte, il n'est fait référence. Vous savez, les Arabes, quand ils sont devenus musulmans, ils se sont mis à écrire, disons, des méchancetés sur leurs ancêtres, en disant ils faisaient pas ça, ils se mariaient mal, etc., etc. Ils ne les ont jamais accusés d'avoir mangé du porc. Ils auraient pu le faire. Ils auraient pu dire, en plus, ils mangeaient du porc. Or, ils ne l'ont jamais fait. Donc, il me semble que là, il y a un... Ce qui m'intéressait, si on fait des recherches archéologiques en Arabie et qu'on arrive à montrer que on a mangé du porc à ce moment-là, oui, d'accord, ça pourrait être. Mais à Saragosse, Saragosse est déjà loin de la période coranique. Donc c'est pas du tout pour la période postérieure que je parle. Hein. C'est par rapport au Coran, hein, dans le cadre du discours coranique. Hein. Ouais. On a 3 minutes exactes. Après, il n'y aura plus d'interprétariat, donc on continuera dans les différentes langues. Si vous permettez, je voudrais faire un commentaire, pas uniquement sur votre exposé, mais sur toute l'après-midi au fait. Vous avez mentionné les transgressions qui sont très importantes, et moi je voudrais faire un plaidoyer pour étudier plus les transgressions, les punitions qu'on sait, parce qu'il y a des textes, il y a des dénonciations, comme vous l'avez dit, mais on ne sait pas s'il y a des solidarités ou les non-punitions, ça on ne sait pas. Et je crois que c'est très important. Vous avez donné quelques exemples, question de vin et même de porc, mais ça on n'est pas sûr encore. Et il y a des tas d'autres exemples dans le catholicisme, le christianisme aussi, et ce sont des transgressions délibérées ou non. Ça dépend de l'importation de nourriture, etc. Donc, ce que je voudrais dire uniquement, c'est qu'il faut vraiment étudier plus tout le problème de transgression, de punition, de sanctions, etc. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je voudrais dire de façon générale, ce que j'ai constaté, mais alors là, je ne parle plus pour le lointain passé, mais pour le monde arabe contemporain, et peut-être de façon plus restreinte pour le Maghreb, tous les animaux interdits sont pratiquement mangés, y compris le porc. Mais chaque animal est mangé, ou disons chaque groupe d'animal est mangé dans un cadre précis. Alors, on peut manger du chien, on en parlait, je crois, ce matin. Il existe, la cynophagie est pratiquée, elle est clandestine, le chien est prohibé également, est interdit également. Mais elle existe, la cynophagie, elle est pratiquée. Elle est pratiquée pour des raisons thérapeutiques.